Alors évidemment, la question qui se pose là, c'est rigolo parce que les élèves y tiennent beaucoup. C'est à quel type de référence ai-je droit? Ce qui veut dire, autrement dit, qu'est-ce qui est légitime dans mon discours? Quelle est ma culture légitime? Y a-t-il une culture rentable pour l'examen? Voilà les questions qui se posent. Et oui, effectivement, il y a des interdits, mais il y a aussi des usages. Alors d'abord, on est en langue française sur le commentaire ou la dissertation en français, et à titre comparatif ou même extensif, pour ouvrir vraiment la conclusion, apporter une ouverture, une réflexion complémentaire, bien sûr que ce sont toujours les traductions qui prévalent. Donc même si le domaine étranger est encouragé, parce que toutes les littératures, bien sûr, se répondent et se font écho, je dis toujours aux élèves, on ne parlera pas de Physiker, on parlera des physiciens de Dürrenmatt. On ne parlera pas de King Lear, on parlera du roi Lear. Alors, la question évidemment qui arrive toujours, c'est est-ce que toutes les œuvres ont une traduction française, en langue française? A priori oui, parfois même deux pour le prix d'une. Le cas célèbre que je donne, c'est souvent Scott Fitzgerald, qui est dans The Great Gatsby. Ça donne, évidemment, pendant très longtemps, ça a donné Gatsby le Magnifique. Et on a vu il y a combien, 5-10 ans, une traduction, je ne sais plus si c'est Say ou Gallimard, je ne me souviens plus, qui avait osé Gatsby. Donc on n'avait que ça. Donc il y a deux traductions finalement pour la même œuvre de départ. Après, on a aussi des traductions qui sont quand même très éloignées du texte de départ. Il me semble bien, et il faudrait que je vérifie, que le texte de Ellison qui s'appelle Invisible Man en anglais et qui est paru en édition poche chez Penguin, un texte de 52-53, totalement contemporain des réflexions d'Aimé Césaire et Frantz Fanon sur la négritude, et qui porte vraiment sur l'invisibilité de l'homme noir. Eh bien ce texte est traduit, me semble-t-il, par Homme noir, pour qui chantes-tu? Donc on est à des années-lumière en fait. C'est rigolo comme traduction qui n'a pas grand-chose à voir avec le texte de départ. Hormis ces cas, la plupart du temps, les traductions, effectivement, relèvent de la transcription littérale, en fait. Est-ce qu'on a quelques cas d'ouvrages non traduits? J'imagine, hein, et dans ces cas-là, vous mettez non traduit entre parenthèses. Mais la plupart du temps, on a la traduction. Deuxième chose, une fois qu'on a passé ces premières appréhensions, qu'on les a surmontées, oui, on a droit au domaine étranger, pourvu que ce soit en traduction française, en langue française. A-t-on droit à tout type de référence? Toutes les références se valent-elles? Comment être sûr que ma référence soit transmissible? En fait, se pose la question plus large de l'énonciation et de la communication, de la communicabilité même d'une référence. Il faut qu'une référence valorise le locuteur, et celui qui la propose donc, et il faut aussi qu'elle soit une monnaie d'échange, comment dirais-je, transmissible. C'est-à-dire que la référence confidentielle trop fermée, évidemment, elle est plus frustrante ou inquiétante qu'autre chose, ou même stigmatisante sans le dire. Alors il y a peut-être deux paramètres auxquels il faut être attentif. C'est la confidentialité de la référence, et l'aspect parfois générationnel. La confidentialité, oui, la fermeture de la référence, alors qu'on est censé ouvrir la perspective et donner envie de poursuivre en fin de commentaire ou de dissertation le raisonnement, c'est pas d'emblée pour fermer la porte à la communication. Donc cette confidentialité, elle peut s'exercer aussi bien, ce sont encore deux sous-catégories, de manière géographique ou de manière générationnelle. Je donne un exemple. Et dans les deux cas, les élèves comme les profs peuvent tomber dans certains écueils. Il faut donc pouvoir évaluer finalement à qui j'ai affaire. L'élève au baccalauréat, il a affaire à du professeur installé, je sais pas, du lycée Thiers, Montgrand, pour nous, Georges Duby à Aix. Nos correcteurs sont sans doute des gens de Vauvenargues, de Cézanne, c'est-à-dire des gens qui sont quand même installés dans la profession, des gens qui ont une certaine culture académique, une certaine formation. Il faut pouvoir jauger ça. Alors en termes géographiques, est-ce que ça vaut la peine de proposer la référence que peut-être tout le monde connaît, mais à 1000 km d'ici? Alors bien sûr, nous sommes complètement tributaires, je dis aux élèves, et c'est injuste, d'une certaine hégémonie culturelle, c'est-à-dire qu'on a des grands domaines culturels comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, éventuellement le Japon, la Russie, la Chine peut-être pour quelques spécialistes, mais
grosso modo, la littérature malgache ou, je ne sais pas, la littérature polonaise ou roumaine, à part quelques enclaves, honnêtement, on ne connaît pas. Donc, je donne toujours cet exemple aux élèves. On veut, je ne sais pas moi, parler de l'ironie. Est-ce que ça vaut la peine de parler de Cărtărescu? J'imagine que n'importe quel Roumain trouverait ça totalement normal comme référence. C'est le romancier voilà, dont tout le monde a entendu parler, qui est même nobélisable, si j'ose dire. Je crois que le néologisme, c'est comme Goncourt existe. Régulièrement, son nom ressurgit pour obtenir le prix Nobel au nom de la Roumanie. Mais enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Au sens où, non pas que la référence ne soit pas valable en soi, au plan absolu, elle est sans doute valable, mais le seul problème, c'est que ça ne parle qu'à des habitants de Bucarest ou de Craiova. Voilà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se couper du correcteur en imposant une référence qui va d'emblée crisper? Parce qu'il va falloir opérer un travail, une démarche de recherche. Alors bien sûr que certains correcteurs restent avant tout des lecteurs et aiment découvrir. Enfin, le jour du bac, parce qu'on est vraiment là pour proposer un domaine inédit, une terra incognita culturelle. Dans ces cas-là, si on tient à cette référence, on s'arrange pour vraiment bien la présenter et bien justifier son raccord avec le texte, le propos de départ. Il y avait il y a quelques années un gamin qui s'appelait Yann, et Yann était d'origine polonaise. C'est devenu même une sorte de gag récurrent entre nous. L'élève proposait systématiquement une ouverture culturelle portant au domaine polonais. Mais c'était bien amené, d'abord c'était plutôt fait avec subtilité, et l'élève était un élève qui savait justifier son propos. Bon, il se trouve que par ailleurs, ça devenait même bien sûr le point du devoir que j'attendais. J'avais envie de me documenter grâce à Yann. Pourquoi pas? Mais Yann Zinck, je me souviens encore de son nom parce qu'il avait évidemment un nom au plan littéraire fameux. Pour tous les littéraires, ce nom est connu. Il faut quand même être prudent. Deuxième chose, l'aspect générationnel. Alors vraiment, on part sur des débats. Vaut-il la peine vraiment d'ouvrir le débat le jour du bac avec un correcteur qui aura de toute façon le dernier mot? Ou en tout cas, sa première impression va rester la dernière parce qu'on va le croiser pendant 20 minutes chrono. Le manga, l'art inconnu, quand on dit ouvrir sur d'autres arts, histoire des arts, est-ce que ça veut dire peinture sur corps, les graffitis? Honnêtement, à part Pignon Ernest, qu'est-ce que je pourrais dire, Keith Haring et Basquiat et on a quelques grands noms bien sûr du graphe, mais honnêtement tous les arts un peu parallèles, interlopes, underground, je suis pas sûr que ce soit très très connu de tous les correcteurs qui sont voilà, c'est du cadra cultivé, lettré, sorbonnard quoi. On est tous un peu sur le même standard culturel. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'ouvrir un champ vraiment controversé. Le roman trop à la mode vaut-il pour grande littérature? Guillaume Musso peut-il être considéré comme un égal de Balzac? Bon, c'est une question qui est quand même assez épineuse. Mes lectures personnelles, a-t-on toujours envie de donner une référence personnelle au correcteur, d'en faire un objet évalué? Non, sans doute pas. Je me rappelle qu'au lycée, c'était un choix très conscient de ma part. Les références, les auteurs que j'aimais lire, qui étaient de mon domaine privé familial, c'est-à-dire les Ungaretti, Campana, Pavese, Pasolini, c'était des gens dont je n'aimais pas qu'ils deviennent des valeurs plus ou moins rentables pour l'examen. J'avais absolument pas envie qu'ils soient notés, considérés par un prof, par un examinateur. Donc je l'ai gardé pour moi. D'autres élèves, en revanche, saisissent l'occasion des ouvertures de conclusion, des points comparatifs dans la copie, des analogies, pour aussi ouvrir un peu la fenêtre ou le vasistas sur des choses qui relèvent de leur lecture personnelle, de leur culture cinématographique. Alors, dernier point, les élèves, effectivement, la notion d'auteur, elle est large. Peut-être que ça aussi, c'est un point à éclaircir. Les élèves, avant-hier, un élève me parle de... Puis je parlais c'était pas Kubrick, c'était voilà, Spike Lee dans une copie. Oui, parce qu'en fait, là, on retombe sur la définition d'auteur qui était donnée par Raymond Borde, l'ancien directeur de la Cinémathèque de Toulouse, qui avait bien théorisé la notion d'auteur en cinéma. Donc des gens comme Truffaut, des gens comme Tarantino, on considère qu'ils ont une écriture cinématographique.
parce qu'ils ont un style, parce qu'ils ont un langage, parce qu'ils ont développé aussi des thématiques obsessionnelles récurrentes, des schémas récurrents dans leurs œuvres, parce qu'ils ont une vision aussi esthétique en fait de ce qu'un artiste de cinéma, de ce qu'une image doit. Ils ont une certaine narration, un certain langage. Et ces gens-là sont considérés bien sûr comme des auteurs à part entière. Voilà. Fellini, bien sûr, est un auteur de cinéma. Voilà pourquoi on peut les citer, parce que vraiment, ça n'est discuté par personne. Hein, les correcteurs admettent ces références. Voilà. Parfois, on a le cas exceptionnel d'un correcteur qui ne connaîtrait pas la référence et s'en offusquerait. Mais enfin, on a quand même du temps pour se documenter aussi. Il faut que le correcteur donne l'exemple. Une petite, je me souviens, la petite Julia, très cultivée, très littéraire, très histoire des arts, m'appelle affolée le jour de l'oral du bac. Elle a voulu parler de Damien Hirst, qui est quand même le grand artiste contemporain. Le grand artiste contemporain qui, en fait, est aussi coté que Basquiat sur le marché de l'art. C'est-à-dire, on va sur Christie's et Sotheby's. Et là, on se rend compte que, évidemment, on atteint des hauteurs stratosphériques en termes de cotation. Et Hirst a fait l'objet, bien sûr, d'une grande rétrospective, me semble-t-il, dans les années 2011, à la Tate Modern à Londres. Donc, aucun mystère, cet artiste est connu, en fait, des amateurs, et même du grand public, puisqu'il a droit à sa grande rétrospective. C'est un artiste estampillé Tate MoMA, quoi. Du coup, oui, on peut le citer, bien entendu, on n'hésite pas. Alors, le correcteur en question ne connaissait pas la référence. Voilà. Et là, elle est tombée sur le cas improbable du correcteur qui a peut-être quelques lacunes culturelles et qui, loin de les reconnaître ou les combler, s'est enferré dans le rejet, dans la crispation. L'élève était très déçu, très inquiète. Sa référence, finalement, était plus mal reçue qu'autre chose. Bon, c'est peut-être le cas improbable, le cas dommageable. Voilà. On est déçu. Mais 9 fois sur 10, le correcteur est ravi, en fait, quand l'enfant apporte une référence qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui montre aussi qu'il a des goûts affinés, qu'il a... Une petite me disait aussi, il y a quelques cours, qu'elle aimait beaucoup l'art contemporain. Elle avait repéré des œuvres qu'elle voulait aller voir, elle avait repéré des artistes, elle avait envie d'aller les voir dans les galeries. C'est super, quoi, on en parle le jour du bac, pourquoi pas, si on a l'occasion. Et qu'on a envie de partager ça avec le correcteur, évidemment que c'est aussi une marque de confiance que l'on fait au correcteur, de pouvoir accueillir notre proposition culturelle. Écoutez, volontiers. On a parfois vraiment des belles ouvertures, hein, les musiciens qui nous parlent de Debussy. Je me souviens de ça à partir bien sûr de Mallarmé, lors d'une session de baccalauréat à Alger. C'est que du bonheur, hein, pour le correcteur. Le domaine aussi qu'on apprend en langue, on interconnecte les choses. Donc la référence en langue anglaise, en langue allemande, en langue italienne, en langue espagnole, que l'on voit, je sais pas, on étudie un poème d'Alberti en espagnol avec le prof, peut-être qu'on peut en parler aussi le jour du bac. Pourquoi pas, après tout, Alberti n'est-il pas un peu le Guy Vic espagnol? Je ne sais pas, pourquoi pas. On étudie Jacotet, ce serait dommage de ne pas parler d'Ungaretti en italien. Voilà. On a sans doute cette capacité, surtout quand on a un cerveau spongieux, adolescent, où on capte tout, à retenir la moindre info qui passe, hop, on la laisse dans un coin de son esprit et le jour venu, on en fera un excellent usage. Bon, voilà, on ne s'interdit rien, mais on fait attention à tout. C'est plus que jamais la morale à l'examen.